Restez avec nous parce que dans un instant, c'est votre rendez-vous politique avec Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes. Il dira ce qu'il pense du budget de Bayrou et de l'avenir politique de ce pays. Il est présenté cette année, ce rendez-vous, par Elisabeth Martichoux. Quant à nous, qu'est-ce qu'on se dit ? Eh bien, on se dit rendez-vous samedi prochain à partir de 5h55, samedi donc pour votre matinale. Très bonne journée sur LCI. Dans un instant, en toute franchise, l'émission politique du dimanche, notre invité, le premier président de la Cour des comptes, émission en partenariat avec Le Parisien. Quelle est exactement la situation budgétaire dans laquelle nous sommes ? Le FMI est-il à nos portes ? Les réponses dans un instant, mais d'abord, le journal sur LCI. Il est 10h. Merci. Merci beaucoup Elisabeth et bonjour à tous. C'est l'actualité politique de la journée. François Bayrou répond aux questions de Darius Rochebin sur LCI ce soir ainsi qu'aux journalistes des autres chaînes info. Vous pourrez le suivre à partir de 18h. Le Premier ministre qui multiplie les prises de parole. Il n'a plus qu'une semaine pour convaincre lors du vote de confiance à l'Assemblée du 8 septembre qu'il a lui-même sollicité. François Bayrou qui a beaucoup fait parler cette semaine avec sa critique des boomers. L'occasion pour Édouard Philippe de lui répondre. Hier, c'était lors de sa rentrée politique avec les jeunes d'Horizon et c'était au micro de LCI. Écoutez-le. Je ne crois pas du tout qu'on puisse faire quoi que ce soit de grand en France en segmentant ou en antagonisant des parties de la population. Je n'ai, pour ma part, jamais adhéré à la lutte des classes. Je n'adhérerai pas plus à la lutte des âges. Difficile de dire aux boomers qu'ils sont égoïstes alors qu'ils constituent la première génération qui, arrivant à la retraite, doit souvent prendre à sa charge la situation d'un, voire de deux de leurs parents. Dans le reste de l'actualité, dans l'Aude, difficile à croire, mais 2000 personnes se sont réunies depuis vendredi pour une rave party sur le massif des Corbières. C'est précisément là qu'un gigantesque incendie a brûlé plus de 16 000 hectares. La zone où se déroule la fête est interdite à toute circulation du fait de sa dangerosité et du risque incendie qui demeure sévère, précise la préfecture. La préfecture qui a aussi et surtout dénoncé l'indécence de cette fête. Les feux ont détruit près de 40 habitations cet été et tué une personne. Les habitants restent traumatisés. C'est un acte intolérable pour Grégory Doucet, le maire de Lyon. Le tag Free Gaza a été découvert sur un mémorial dédié à la Shoah, inauguré en janvier dans le centre-ville. L'inscription a été gravée avec un objet pointu. Les auteurs seront recherchés, poursuivis. Lyon reste debout face à la haine, l'antisémitisme et au racisme. Voilà ce qu'a déclaré le maire. À l'étranger, Vladimir Poutine est en Chine pour le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai qui démarre demain. À ses côtés, les dirigeants indiens, iraniens et turcs notamment accueillent en grande pompe prévu pour le président russe avec un défilé militaire ce mercredi. Objectif montrer qu'un autre ordre international est possible face à l'Occident. Au programme de nombreux dossiers économiques, mais aussi géopolitiques. L'Ukraine sera notamment au menu demain avec le président Xi Jinping. Voilà, vous retrouvez Elisabeth Martichoux et son équipe pour En toute franchise. C'est à vous, Elisabeth. Bonjour et bienvenue dans En toute franchise, l'émission politique du dimanche sur LCI en partenariat avec Le Parisien. Aujourd'hui, 31 août, nous recevons En toute franchise Pierre Moscovici. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation à un moment critique pour le pays. Les Français le sentent, ils sont inquiets, tout peut arriver. Quoi exactement, comment l'éviter ? Vous êtes premier président de la Cour des comptes, vous êtes un de ceux qui connaissez le mieux les comptes publics. Comment évaluez-vous la situation ? Quelles sont les solutions ? Comment regardez-vous ce qu'il se passe aussi, évidemment, c'est décisif en politique. Vous avez été ministre de l'économie, vous savez parfaitement comment tout cela marche. Dans un instant, Marion Mourgue et Arlette Chabot vont vous poser toutes les questions, elles vont vous cuisiner gentiment mais efficacement, ça c'est sûr. Julien Arnaud, tout à l'heure, posera les questions du tac au tac. Mais d'abord, je vous promets que nous allons tout reprendre dans le détail. Mais d'abord, 3 interrogations et je vous demande de jouer le jeu, de répondre par oui ou par non. Vous disiez en janvier dernier, Pierre Moscovici, la situation est entre préoccupante et grave. Est-ce qu'elle est grave ce matin, oui ou non ? Elle est toujours entre préoccupante et grave. Un peu plus grave qu'elle l'était il y a un an. Le gouvernement table sur 44 milliards d'économies.
si on n'en fait que la moitié, est-ce qu'on est sorti d'affaire, oui ou non? Pas du tout. La France inquiète-t-elle l'Europe? On la regarde avec des préoccupations, oui, mais en même temps, on a confiance dans ce grand pays. Nous passerons, Pierre Moscovici, le cap des 3 500 milliards de dettes dans quoi? Quelques jours? Oui, quelques jours, quelques Quelques semaines. jours. Si rien n'est fait, 4 000 milliards de dettes l'an prochain, en 2026, pour la France. Comment s'en sortir aujourd'hui dans un contexte politique où François Bayrou a demandé aux partis, au Parlement, de partager son diagnostic de gravité, sinon il quittera le gouvernement, s'il ne l'a pas dit textuellement, mais c'est ce qu'on a compris, puisqu'il se soumet à un vote de confiance. Est-ce que vous comprenez sa démarche? Est-ce que vous comprenez son calendrier? Écoutez, je suis Premier président de la Cour des comptes, j'ai été pendant longtemps un homme politique, j'ai quitté la vie politique au sens partisan du terme il y a une dizaine d'années, et je ne le regrette pas. Il y a un vote de confiance, le Premier ministre a fait ce choix, il est là pour convaincre, il est là pour tenter d'entraîner. J'ai aucun commentaire à faire sur fallait-il le faire, fallait-il pas le faire, et qu'est-ce qui va se passer. Ça, pour le coup, l'émission s'appelle En toute franchise, de ma part, elle s'appelle aussi En toute réserve, et j'ajoute En toute décence. Parce que Pourquoi? En toute décence, parce qu'on ne peut pas faire de commentaires sur ce qui va se passer le lendemain du 8 avant que le 8 ait eu lieu. Autrement dit, laissons cette semaine se dérouler, le Premier ministre va consulter, il va s'exprimer, les partis politiques prendront position, il y aura un vote, et ensuite il y aura une situation, on la constatera. Je pense qu'anticiper n'est jamais décent. Tous ceux qui le font sont indécents? Ils ne sont pas forcément dans ma position, en tout cas. Moi, je dis réserve et décence. Vous devez quand même être assez sensible aux propos, aux formules de François Bayrou. Le mot gravité revient aussi très souvent. Hein, mais ça, c'est une autre question. Oui. Le diagnostic de gravité et la question de confiance, ce sont deux points qui sont un peu distincts, parce que dans le deuxième cas, le vote de confiance entraîne la chute d'un gouvernement. Le diagnostic de gravité, il doit être fait, de toute façon. Oui, mais alors là-dessus, vous l'approuvez, vous ne voulez pas commenter, mais quand même, certains se disent, c'est quand même un pari ingagnable, compte tenu de ce que sont les oppositions aujourd'hui. Donc il fait prendre un risque politique et aussi un risque pour la France, les finances et la volonté de réduire la dette. Donc il y a quand même un risque politique qui aura des conséquences économiques s'il va jusqu'au bout. Ne parlons pas de c'est un pari impossible. Le vote de confiance, c'est un risque. Alors, d'abord, le vote de confiance, c'est une procédure, l'article 49.1 de la Constitution, qui n'a jamais été utilisé dans ces circonstances-là, et donc qui est assez inédite, puisqu'il n'y a pas de majorité. Donc demander la confiance à un Parlement où il n'y a pas de majorité, ça ne s'est jamais fait. Donc c'est un geste qui est un geste politique, disons, audacieux, que le Premier ministre a voulu, parce qu'il estimait que c'était la solution la meilleure, plutôt que de laisser filer le débat vers une censure qu'il estimait probable. J'ai pas de commentaire à faire du tout là-dessus. Ce que je peux dire, en revanche, c'est que la situation dans laquelle nous sommes est à la fois une situation difficile sur le plan financier et évidemment très tendue sur le plan politique. Et que les deux vont de pair. Ça, c'est peut-être un message que je voudrais passer à ceux qui nous écoutent. Un budget, c'est pas une question technique, c'est une question profondément politique et profondément démocratique. Le budget, c'est le moment où on constate le consentement à l'impôt. Le budget, c'est le moment où on définit les politiques publiques. Et si vous n'avez pas un budget, vous ne pouvez tout simplement pas mener les politiques dont le pays a besoin. Qu'il s'agisse de la défense nationale, qu'il s'agisse de l'écologie, qu'il s'agisse de l'éducation, qu'il s'agisse de la justice, qu'il s'agisse de la sécurité. Et donc, la France a besoin d'un budget. Et j'ajoute qu'elle a besoin d'un bon budget, et c'est là où les choses sont liées, parce que la situation financière est pas critique, mais tout de même préoccupante, sérieuse, et qu'il faut vraiment maintenant corriger la trajectoire. Et j'insiste sur ce mot trajectoire. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Et justement, Marion Bourg, chef du service politique du Parisien, je le précise. Dès la mi-juillet, dans les colonnes du Parisien, vous aviez insisté sur la nécessité d'avoir un compromis pour obtenir un budget, y compris dans cette situation politique. Est-ce que François Bayrou a assez œuvré au compromis? On a eu l'impression qu'il n'avait pas retrouvé les téléphones des oppositions cet été. Écoutez, vous ne parviendrez pas, parce que ce n'est pas mon rôle, à me faire commenter ce que François Bayrou fait ou ne fait pas. Vous pouvez commenter la démarche. Le Premier ministre est un homme que je respecte profondément, avec lequel j'ai travaillé. Il m'a par exemple demandé 2 rapports de la Cour des comptes sur les retraites. On en reparlera peut-être, qui reste à mon avis pleinement d'actualité. Il a des convictions, il se bat pour ses convictions. Ça fait longtemps qu'il pense que le pays est trop endetté. Donc à lui maintenant de convaincre d'abord le Parlement et ensuite les Français, ou d'abord les Français et ensuite le Parlement. Je ne ferai pas de commentaire là-dessus. En revanche, par rapport à ce que je vous disais, puisque c'est vous qui avez fait cette interview en juillet, je maintiens les choses complètement. À savoir que, comme je le disais, nous avons besoin d'un budget. Nous avons besoin d'avoir un budget dans les temps. Alors justement, si on n'a pas attendez. dans les temps, c'est-à-dire début octobre. Alors,
ça peut être un tout petit peu plus, parce qu'on se retrouve dans la même situation, en réalité, qu'il y a un an, où le budget avait été déposé autour du 10 octobre. Mais je rappelle qu'il y a une contrainte qui est prévue par la Constitution et par les lois organiques sur les lois de finances, qui est que le Parlement doit disposer de 70 jours de débat. Et ça veut dire qu'on a en gros au maximum jusqu'au 15 octobre pour avoir un budget. Et naturellement, pour avoir un budget dans une assemblée qui est fragmentée, je ne vais pas faire le bisounours non plus, je ne fais plus de politique. Enfin, j'ai quand même été 3 fois élu député, j'ai été 2 fois ministre, donc je connais un petit peu ces affaires-là. Dans une assemblée fragmentée, il faut nécessairement fabriquer un compromis ou une majorité de non-censure. Et cette majorité de non-censure, forcément, elle se construit, elle se conquiert. Pourquoi ? Parce que les forces politiques, moi je respecte profondément les partis politiques, pas seulement parce que j'en ai fait partie, mais parce que c'est le sel de la démocratie. Ils sont inscrits dans la Constitution. Un parti politique, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des convictions, ce sont des forces, ce sont des intérêts, ce sont des électeurs. Et donc, pour qu'un parti politique accepte de ne pas censurer un budget, de ne pas censurer un gouvernement, il faut qu'il y retrouve une partie de ses convictions, de ses intérêts ou de ses forces. Mais c'est avant le 8 ? Et ça, encore une fois, je ne vais pas parler du vote de confiance, parce que c'est au Premier ministre de jouer cette partie qui est extrêmement serrée, avec un temps extrêmement court. Et je ne sais pas ce qu'il dira demain au parti politique. Le dira-t-il ce soir sur LCI ? J'ai pas l'impression qu'il souhaite négocier. Mais encore une fois, je laisse ça de côté. Je parle du budget. C'est ma partie. Je dis, non mais ça c'est important. Il faut un compromis. Il faut une majorité de non-censure. Et pour ça, forcément, ce ne sera pas le budget des uns ou le budget des autres. Ça ne peut pas être le budget dont rêve la droite. Ça ne peut pas être le budget dont rêve la gauche. Ça ne peut pas être le budget dont rêvent les autres. Pour une raison très simple, c'est que le Parlement, il est aujourd'hui, comme on dit, tripartite. Vous avez l'extrême droite, vous avez un bloc central et vous avez un bloc de gauche. Ce ne sont pas tout à fait des blocs, mais enfin, c'est comme ça. Et donc, il faut forcément qu'il y ait un compromis. Et pour qu'il y ait un compromis, il faut forcément que chacun y retrouve une partie de ses idées, avec toutefois, et la question que vous me posiez, Elisabeth Martichoux, elle est pleinement justifiée. Est-ce que la moitié de l'effort, ça fait l'effort ? Non. Nous sommes dans une situation, et ça il faut en parler quand même, qui est une situation particulière et assez grave de finances publiques, et elle est plus grave qu'il y a un an. Alors Pierre Moscovici, les Français ont besoin de comprendre, parce qu'ils entendent tout et le contraire de tout. 44 milliards, c'est l'objectif du gouvernement. Est-ce que pour vous, c'est le socle nécessaire pour que la France aille sur la bonne trajectoire? Je dirais oui. Je dirais oui et non. Pas moins. Oui et non, c'est pas. Je vais essayer d'éclairer ce propos, peut-être en toute franchise, avec un tout petit peu de technicité, si vous voulez, en tout cas de précision. Moi, je n'utilise jamais ces chiffres de 40, 44 milliards, parce qu'en réalité, de quoi parle-t-on ? On parle des économies qu'on fait par rapport à une tendance qui se poursuivrait si on faisait rien. Donc c'est un chiffre qui est un peu gazeux, si vous voulez, et parfois un peu anxiogène. Mais disons, prenons-le comme une référence. Et oui, on est dans l'ordre de la quarantaine de milliards. Pourquoi ? Parce que ce qu'il importe de faire, c'est de garder un objectif, une encre budgétaire, qui est de passer sous 3% de déficit public en 2029. C'est plus important que le nombre de milliards, finalement. C'est le calendrier, c'est 3% en 2029. En 2029, c'est un chemin qu'on dessine. Et autrement dit, on est à 5,4 cette année, on était à 5,8% l'an prochain.